Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast de l'Institut Wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique, l'IWEPS, consacré à ses publications, travaux et actualités. À la présentation Aurélie Hendrix et à la technique Laurent Verly. Dans ce troisième épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Rebecca Cardelli, chercheuse en études genre à l'IWEPS. Bonjour Rebecca. Bonjour. Dans le cadre de la Journée internationale d'action pour la santé des femmes qui a lieu le 28 mai, vous avez choisi, Rebecca Cardelli, de revenir sur certains résultats de la publication Genre et santé mentale, réalisée en collaboration avec votre collègue Annick van den Hooft pour la partie statistique et Sheila Dorchet, directrice scientifique de la direction recherche et évaluation à l'IWEPS. Alors, pour quelles raisons souhaitiez-vous revenir aujourd'hui sur le contenu de cette publication et de certaines enquêtes sur le genre ? Je voulais rappeler que le développement de la santé sous l'angle du genre est aujourd'hui un enjeu essentiel de société. En effet, le domaine de la santé est comme bien d'autres, un domaine où se redessinent les rapports sociaux de sexe à travers des représentations stéréotypées, mais aussi à travers des pratiques différenciées, tant dans le chef des professionnels de la santé que des patients et des patientes elles-mêmes. Et dans les échanges que nous avons eus pour préparer cette interview, vous avez dit « Il faut commencer par casser ce mythe de l'égalité en matière de santé ». Que voulez-vous dire par là ? L'égalité est un idéal à atteindre, mais soyons clairs, que ce soit en ce qui concerne l'accès à l'emploi, l'accès à l'espace public, l'accès à la mobilité, l'égalité entre les femmes et les hommes n'existe pas, n'est pas un état en soi naturel. Cela signifie donc qu'il faut mettre en lumière les situations inégalitaires, visibiliser les réalités contrastées des femmes et des hommes pour pouvoir agir efficacement et réduire ces inégalités. Et en ce qui concerne la santé, comment se traduisent ces inégalités ? Eh bien, les femmes et les hommes ne vont pas être traités de la même manière, ne vont pas bénéficier des mêmes traitements, par exemple, en raison de différences biologiques, qui sont souvent mobilisées par certains comme la seule explication du traitement différencié, mais aussi en raison, et ne l'oublions pas, d'inégalités sociales, économiques, culturelles, qui constituent une explication importante de l'état de santé plus négatif des femmes. Et cette lecture en termes d'inégalité n'est cependant pas la seule. Il existe une barrière encore plus forte qui impacte négativement sur la santé des femmes, mais aussi sur celle des hommes. Oui, du côté des praticiens, des praticiennes, des chercheurs et chercheurs, des patients et patientes elles-mêmes, les stéréotypes existent et persistent au fil du temps. Or, on observe que les études belges en santé mentale et en santé de manière générale d'ailleurs, proposent rarement une approche genrée de la santé et ne questionnent pas le poids de ces stéréotypes dans le regard porté par les spécialistes de la santé sur les pathologies, dans l'exercice de leur métier, dans les analyses réalisées et dans les traitements qu'ils ou elles délivrent aux patients et aux patientes. Et quelle est la conséquence de ce qu'on pourrait appeler cet aveuglement aux stéréotypes de genre ? Eh bien, les préjugés liés au genre conduisent à des situations de discrimination entre les sexes en ce qui concerne la prise en charge et l'accès aux soins. Le poids de ces stéréotypes va donc avoir un impact négatif sur l'état de santé mentale des femmes et des hommes et participer, pourrait-on ajouter, à la détérioration de l'état de santé de certaines populations, certains groupes, en raison de l'absence, par exemple, d'un diagnostic adéquat posé suffisamment tôt pour pouvoir intervenir et agir efficacement. Pouvez-vous nous donner un exemple afin qu'on puisse mieux comprendre en quoi l'absence de la prise en compte du genre peut avoir des impacts négatifs, parfois graves, sur la santé d'un certain nombre d'individus ? Oui, les maladies du cœur sont souvent, dans les représentations collectives, considérées comme des maladies masculine. Lorsque l'on se représente d'ailleurs une personne qui fait une crise cardiaque, nous avons toutes et tous naturellement en tête des images de films, de scènes de cinéma mettant en scène un homme s'effondrant sur le sol après avoir porté la main à sa poitrine. Cette représentation genrée, véhiculée dans l'imaginaire collectif, va avoir un impact négatif, comme nous allons l'observer, sur la santé des femmes, en raison notamment d'une sous-évaluation ou d'un diagnostic tardif par les professionnels de la santé de la présence de problèmes cardiovasculaires chez les femmes. Cela a été démontré dans certains travaux de recherche, notamment en Suisse, qui soulignent également que les femmes ne présentent pas nécessairement les mêmes symptômes que les hommes lorsqu'elles ont des malaises cardiaques. Rappelons
Les maladies cardiovasculaires sont pourtant la première cause de mortalité chez les femmes avant les tumeurs. Et chez les hommes, la première cause de mortalité est liée aux tumeurs, suivie ensuite des maladies cardiovasculaires. Et peut-être aussi un exemple en matière de santé mentale ? Oui, un autre exemple intéressant, c'est celui de la mesure de la dépression. Il est fréquent d'entendre dire que la dépression est une pathologie, entre guillemets, féminine, mais on peine cependant à diagnostiquer la dépression chez les hommes. Sans doute parce que justement, la plupart des indicateurs en santé mentale qui sont utilisés le plus souvent mesurent davantage ou parviennent à mieux mesurer les expressions du mal-être féminin. Le sous-diagnostic de la dépression chez les hommes, il est lié au fait que l'expression de la souffrance et du mal-être, elle se traduira différemment chez les hommes et chez les femmes. Or, la surconsommation d'alcool, la surconsommation de drogue, les comportements à risque, comme les conduites dangereuses et les mises en danger de soi et d'autrui, sont pourtant autant d'indicateurs qui peuvent traduire des états de mal-être profonds chez les hommes. Alors, il est aussi utile de rappeler, pour comprendre les raisons pour lesquelles les inégalités de genre persistent dans le monde médical, que la médecine est un champ de recherche qui a été élaboré par des hommes. Si le corps des femmes a fait l'objet d'une attention particulière dans l'histoire de la médecine, à travers la pathologisation et l'identification de la femme comme étant un être faible, les femmes ont cependant été longtemps absentes des recherches importantes en matière de santé publique, en tant que sujet d'analyse, qu'il s'agisse de problèmes de santé comme l'alcoolisme ou des maladies cardiovasculaires, pour ne citer que ces deux exemples. Oui, mais depuis lors, il y a eu des évolutions importantes et on observe une féminisation de la médecine qui traduit une évolution positive en matière d'égalité d'accès. Oui, c'est certain qu'il y a eu des évolutions importantes et positives, fort heureusement. Mais je dirais qu'il faut cependant ici aussi adopter des lunettes de genre afin de nuancer ces constats et d'être plus proche objectivement de la réalité et des évolutions que l'on observe. Malgré une présence plus importante des femmes dans la médecine, nous avons à peu près 41% de femmes et 59% d'hommes médecins en 2017 en Wallonie, il est important de rappeler que dans certaines professions en tout cas, la pensée médicale reste encore une pensée fortement masculine. Vous avez ici, Aurélie, un tableau reprenant des statistiques relatives au nombre de médecins en Wallonie au 31/12/2017, selon leur sexe et leur spécialité. Je trouve ces données très parlantes pour comprendre la perpétuation des rôles genrés, masculins et féminins, que l'on retrouve même dans les professions liées à la médecine. Et voilà. Ici, par exemple, est-ce que vous pouvez nous dire sur le tableau quel est le pourcentage de femmes et d'hommes pédiatres, donc c'est-à-dire des médecins qui sont spécialisés dans le soin aux enfants ? Nous avons parmi les médecins pédiatres en 2017 en Wallonie, 63% de femmes et 37% d'hommes. Oui. On mesure à partir de ce chiffre combien la frontière entre sphère privée et sphère professionnelle est perméable. Et donc l'on retrouve aussi les femmes proportionnellement plus nombreuses dans des métiers qui relèvent du soin apporté aux enfants. Un autre exemple, toujours dans les professions liées au care, en ce qui concerne la gériatrie. Retrouvons-nous plus de femmes ou d'hommes d'après les statistiques présentées sur ce tableau ? Alors, parmi les médecins spécialistes en gériatrie, nous avons 69% de femmes et 31% d'hommes. Et qui s'occupe des seniors dans le couple ? Ce sont les femmes, comme l'ont d'ailleurs montré de nombreuses recherches. Nous avons parlé tout à l'heure des stéréotypes véhiculés par rapport à certaines maladies, en ce qui concerne notamment les maladies cardiovasculaires. Pouvez-vous nous dire quel est le pourcentage d'hommes et de femmes cardiologues ? Alors nous avons 75,5% de cardiologues qui sont des hommes. Voilà. Comme vous pouvez le constater, uniquement à travers ces quelques statistiques, nous sommes toujours en présence d'une segmentation sexuée dans le domaine de la médecine, qui renvoie une fois encore au rôle sexué, aux qualités prétendues des femmes, des hommes, aux compétences soi-disant, entre guillemets, naturelles des deux sexes, qui se reflètent dans les statistiques concernant les professions médicales. Vous dites avoir justement essayé, à partir des statistiques wallonnes disponibles, de proposer une analyse qui va au-delà de la simple lecture de chiffres selon le sexe, pour ne pas privilégier, comme souvent, une approche, je vous cite, naturalisante des différences observées entre les femmes et les hommes. Oui, la présentation de données ventilées selon le sexe, non accompagnées d'une analyse genrée,
peut avoir tendance à laisser croire que des raisons biologiques expliqueraient principalement les différences observées entre les femmes et les hommes. Alors, si le biologique peut expliquer le développement de certaines pathologies, il demeure cependant insuffisant et peut engendrer parfois des interprétations biaisées. Par ailleurs, ce type de lecture sexuée, c'est-à-dire focalisée uniquement sur la variable sexe sans autre articulation avec d'autres dimensions, a tendance en réalité à enfermer les deux sexes dans leur catégorie, à individualiser les problèmes de santé en ne tenant pas compte de la dimension relationnelle du genre, c'est-à-dire des pratiques inégalitaires qui sous-tendent les relations entre les individus dans la société, en raison de représentations collectives sexistes, erronées, mais aussi en raison du contexte social et politique dans lequel évoluent ces individus, mais aussi en raison des violences faites aux femmes qui continuent d'être perpétrées dans notre société. Pourquoi avoir choisi de vous intéresser en particulier à la santé mentale des individus en Wallonie ? Parce que la santé mentale est une dimension importante de la santé des individus. L'OMS définit d'ailleurs la santé mentale comme un état de bien-être dans lequel une personne peut se réaliser, faire face aux difficultés normales de la vie, travailler avec succès et de manière productive et être en mesure d'apporter une contribution à la communauté. La santé mentale ne se résume donc pas à l'absence de troubles ou de handicaps mentaux. Elle est le fondement du bien-être d'un individu et du bon fonctionnement d'une communauté. Alors, avec la crise Covid, nous avons beaucoup entendu parler de la détérioration de l'état de santé mentale d'un grand nombre d'individus. Mais ce que nous constatons à partir des statistiques, c'est que les individus ne sont pas touchés de la même façon, avec la même ampleur par les problèmes de santé mentale, et que les inégalités se dessinent, voire se renforcent entre les individus. Cela est d'ailleurs d'autant plus observable lorsque l'on s'intéresse à la santé mentale des femmes. Vous avez parlé tout à l'heure de tendance, de risque d'individualiser les problèmes de santé mentale. Pouvez-vous expliquer ce que vous vouliez dire par là ? Oui, certaines personnes, certains discours ont tendance à laisser penser que la santé mentale est finalement avant tout un problème individuel, parce que faisant référence à des dimensions psychologiques de l'état de santé de l'individu. En réalité, les maladies liées à la santé mentale des individus sont le reflet de l'état de santé de notre société. Ce que l'individu vit au niveau de son corps, de son esprit, n'est pas uniquement lié à ses comportements, à ses pratiques, mais est intimement en lien avec la société, c'est-à-dire avec l'environnement dans lequel elle vit, avec les inégalités elle peut subir, les violences de genre vécues, ainsi que les traitements et les soins différenciés elle reçoit. Vous avez choisi de commencer cette publication en parlant du taux de suicide. C'est assez peu commun comme approche. Pourquoi avoir commencé avec cet indicateur ? Oui, en effet, nous nous sommes intéressés avec ma collègue Annick à un indicateur qui est souvent utilisé comme indicateur indirect pour mesurer le bien-être au sein d'une population, le taux de suicide. Personnellement, j'ai été très surprise en analysant les chiffres liés au suicide, avec une évolution par année, en comparant la situation de la Belgique avec la situation observée dans d'autres pays, de constater à quel point dans notre pays, plus encore en Wallonie, le suicide est un phénomène important et inquiétant, en particulier chez certains groupes d'individus, comme les plus jeunes. Devant ces constats objectifs, j'ai été une seconde fois surprise de constater finalement que ce phénomène est invisibilisé, car il me semble, comparativement à d'autres problèmes de société, que l'on parle très peu du suicide. C'est pourquoi j'ai souhaité visibiliser ce phénomène qui me semble être occulté à l'heure actuelle. Et peut-on faire un rapide tour d'horizon des chiffres et des constats que vous avez présentés sur le suicide ? Oui. Le premier constat que l'on peut faire, c'est que le suicide est un phénomène inquiétant dans notre pays avec, en 2020, 1732 personnes qui ont mis fin à leur jour, soit 4 suicides par jour. Le second constat, c'est que la situation est plus critique en Wallonie que dans les autres régions. En Wallonie, en 2020, nous avons 621 personnes qui ont mis fin à leur jour. Les statistiques relatives aux décès par cause de décès font état de 157 suicides chez les femmes et 464 chez les hommes. Donc on voit, le taux de suicide est beaucoup plus important chez les hommes que chez les femmes. C'est un constat récurrent et qui permet parfois à certains de tirer des conclusions hâtives sur l'état de mal-être des hommes comparativement à celui
celui des femmes. Nous montrons, cependant, dans la publication, que d'autres indicateurs sont nécessaires à prendre en compte pour ne pas avoir une vision partielle de l'état de santé mentale des femmes et des hommes en Wallonie, parce qu'il existe d'autres formes de décès aussi directement liées à des problèmes de mal-être, comme par exemple la dépression, qui concerne davantage les femmes d'ailleurs. Que nous révèle la comparaison des données belges avec les données européennes sur le positionnement de la Belgique par rapport au taux de suicide? Alors, comparativement à la situation observée pour l'ensemble des pays de l'UE, la situation en Belgique semble plus critique et je dirais c'est malheureusement un constat qui dure depuis plusieurs années maintenant. En 2020, la Belgique figure parmi les pays qui ont un taux de mortalité par suicide élevé puisqu'elle occupe la 7e place dans le classement européen avec un taux relativement important de suicide. On observe également des différences dans le positionnement de la Belgique en fonction du sexe des personnes, mais pas nécessairement dans le sens attendu. Parce que si le taux de mortalité par suicide des hommes, cette fois, se situe en 6e position à l'échelle européenne, contre la 18e position quand même pour l'ensemble de l'UE, le taux de mortalité par suicide des femmes se situe quant à lui en 3e position, contre la 21e position pour l'ensemble des pays de l'UE. Vous dites que le suicide reste un phénomène invisibilisé dans notre société. Pourquoi, selon vous ? Parce qu'il reste, à mon avis, un sujet qui est encore tabou. Le suicide est un problème endémique dans notre société. Il existe de façon importante. Il touche certains groupes d'individus en particulier. Il est plus présent à certaines périodes de la vie, dans certaines configurations familiales également. Mais il reste néanmoins invisibilisé, malgré des chiffres alarmants et relativement constants au cours des années. À titre de comparaison, sur l'ensemble des décès des causes de décès non naturels, le suicide tue chaque année beaucoup plus d'individus que les accidents de la route, par exemple. Pour vous donner quelques chiffres, selon les données publiées par Stadbel, en 2020 en Wallonie, 214 personnes ont perdu la vie suite à un accident de la route et elles sont presque 3 fois plus nombreuses à avoir mis fin à leur jour durant la même période. Alors, la question que l'on a envie de poser, c'est qu'en est-il des campagnes de prévention, des campagnes de sensibilisation concernant le suicide ? Vous faites le constat dans la publication Genre et santé mentale d'un mal-être psychologique nettement plus présent chez les femmes que chez les hommes. Oui, clairement, et c'est ce qui est observé à partir de certains indicateurs de l'enquête de santé, la dernière en date datant de 2018. En 2018, en Wallonie, pour vous donner quelques statistiques, 37% de la population présente en effet une série de symptômes qui révèlent l'existence d'un mal-être psychologique. 37%, c'est soit plus d'une personne sur 3. Les données montrent des différences importantes selon le sexe. 43,6% des femmes, soit plus de 2 femmes sur 5, présentent des signes de mal-être psychologique contre 29,8% des hommes. Ce mal-être chez les femmes, il peut se traduire également par des comportements suicidaires qui vont même, dans certains cas, conduire au suicide. Les tentatives de suicide, en effet, représentent l'un des comportements à risque dont on peut dire qu'il est principalement féminin. 52. Ce serait le nombre de tentatives de suicide par jour en Belgique. Pouvez-vous nous parler de cette statistique qui fait assez froid dans le dos ? Oui, en effet. Cette statistique, elle vient du travail d'une chercheuse de l'équipe de l'enquête santé qui a proposé de faire une extrapolation à l'échelle de la population en Belgique âgée de 15 ans ou plus. L'idée, c'était de donner un ordre de grandeur de l'importance des tentatives de suicide en Belgique. À partir de cette extrapolation, on obtient le chiffre de 18 900 personnes qui ont tenté de se suicider sur une période de 12 mois, c'est-à-dire sur la période précédant la réalisation de l'enquête. Donc c'est une courte période d'observation, ce qui équivaut, comme vous l'avez souligné, à 52 tentatives de suicide par jour. Pour le formuler autrement, c'est plus de 2 tentatives toutes les heures. Les femmes sont beaucoup plus nombreuses que les hommes à faire des tentatives de suicide. En 2018, en Wallonie, selon les données disponibles du résumé hospitalier minimum, c'est-à-dire ce sont des statistiques des personnes qui ont été hospitalisées pour tentatives de suicide, nous avons 65,3% des tentatives qui sont réalisées par des femmes. Ce nombre reste constant au fil des années. C'est-à-dire qu'il y a toujours autant de tentatives de suicide qui sont parfois d'ailleurs pour un certain nombre des récidives.
Et ce sujet n'a pas été abordé dans la publication, mais vous souhaitiez mettre en lumière le lien entre l'état de santé mentale des femmes et les formes de violence dont elles sont victimes, qu'il s'agisse de violences sexuelles ou de violences conjugales. Oui, quand on parle de la santé mentale des femmes, et on pourrait dire de la santé en général, on aborde rarement la question des violences faites aux femmes, en tout cas dans les travaux de recherche en Belgique. C'est en réalité, selon moi, une façon d'occulter les rapports de genre dans le domaine de la santé et d'invisibiliser une problématique, les violences faites aux femmes, qui a pourtant un poids déterminant pour comprendre toute une série de pathologies présentes chez les femmes, de pratiques en matière de santé, je pense à la consommation de psychotropes ou d'alcool, et de comportements plus présents chez les femmes que chez les hommes. Nous avons parlé ici des tentatives de suicide. J'aimerais donc profiter de cette journée d'action pour la santé des femmes pour présenter des analyses originales et très intéressantes que nous avons cependant choisi de ne pas reprendre dans la publication. Ce sont des analyses qui ont été réalisées par une chercheuse de l'INED, l'Institut national de démographie, Christelle Hamel, et ce sont des données qui sont issues d'une enquête française, l'enquête Virage, réalisée en 2017 en France sur un échantillon de plus de 25 000 personnes, hommes et femmes, représentatifs de la population générale. Cette enquête, elle portait sur les violences de genre vécues par les femmes et les hommes et sur l'impact de ces violences dans une série de domaines. Christelle Hamel a croisé un ensemble de variables liées à la présence de pathologies, de comportements, de consommation de psychotropes chez les femmes, avec le fait d'avoir vécu ou non des épisodes de violences sexuelles, on parle ici de l'inceste, et des violences conjugales au cours de la vie. Alors les résultats sont très interpellants. Pour vous donner quelques chiffres, on constate par exemple que les femmes qui ont été victimes d'un inceste au cours de la vie sont 26% à avoir fait une tentative de suicide, alors qu'elles ne sont que 4% parmi celles qui n'ont connu aucun épisode de violence sexuelle. Elles sont également 31% à consommer des anxiolytiques contre 13% parmi le groupe des femmes non victimes d'inceste. En ce qui concerne les violences conjugales, les différences entre victimes et non victimes sont de la même ampleur. Par exemple, 24,6% des femmes victimes de violences conjugales ont fait une tentative de suicide. Parmi celles-ci, 10% ont fait plusieurs tentatives de suicide. Cette réalité, elle concerne à peine 2,7% des femmes n'ayant pas subi de violences conjugales au cours de la vie. Ces statistiques, elles mettent en évidence le lien fort qui existe entre des épisodes de violence sexuelle et ou conjugale et l'état de santé mentale et l'état de santé même général chez les femmes. Elles soulignent par ailleurs les conséquences importantes de l'inceste, ici mesurées dans l'enquête Virage, et des violences conjugales sur la santé des femmes. Nous pourrions encore parler de beaucoup de constats intéressants dans cette publication, comme ceux liés à la consommation de psychotropes chez les femmes et chez les hommes, comme les comportements à risque, plus souvent présents chez les hommes, ou encore le poids de la configuration familiale dans la présence de troubles dépressifs. Mais le temps est désormais écoulé et nous invitons donc les auditeurs et les auditrices à consulter la publication Genre et santé mentale qui est accessible en ligne. Mais peut-être très rapidement, Rebecca Cardelli, quelques mots de conclusion ? Oui, nous avons identifié dans cette publication des expressions multiples et différenciées du mal-être psychologique chez les individus, qui se traduisent différemment selon le sexe, selon les comportements, les périodes de la vie, l'âge. Ces expressions différentes du mal-être, elles doivent inviter d'abord les chercheurs que nous sommes à intégrer davantage de variables dans l'analyse de la santé mentale, notamment les variables liées à des épisodes de violence de genre, pour mieux comprendre la réalité complexe concernant la santé mentale des femmes, sachant par ailleurs que le groupe des femmes ne constitue pas un groupe homogène. Il faut également souligner le manque d'indicateurs diversifiés, l'absence d'articulation entre certains indicateurs qui peuvent pourtant amener des éléments de compréhension intéressants concernant certains comportements, certaines pratiques genrées en matière de santé mentale. Alors, l'état de santé des femmes et des hommes doit également être mis en relation avec la santé telle qu'elle est aujourd'hui mesurée, analysée dans la recherche, telle qu'elle est pratiquée sur le terrain et enseignée dans les écoles et universités.
car les représentations stéréotypées n'y sont pas absentes, que ce soit au niveau préventif, lors du diagnostic ou encore dans le traitement administré, ces représentations collectives vont avoir une incidence sur les pratiques médicales. Pour terminer, juste peut-être dire que si les études en matière de santé mentale se concentrent principalement sur les patients, patientes et leurs pathologies, elles questionnent par contre plus rarement les pratiques médicales des médecins et spécialistes de la santé. Or, cette dimension me semble essentielle à envisager pour mieux interpréter et agir sur les comportements et les pratiques des femmes et des hommes en santé mentale. Merci. Merci Rebecca Cardelli d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que la publication Genre et santé mentale est disponible sur notre site www.iwebs.be dans la rubrique publication. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau numéro du podcast de l'IWEBS.